Bonsoir à toutes et à tous, mardi 7 janvier, il est l'heure de l'info. Elle est traditionnelle mais ravit encore les Français. La galette des rois a toujours la cote. À Bar-le-Duc, un boulanger a décidé de revisiter cette recette de pâtisserie. C'est un lieu culturel connu et apprécié par les Barisiens. La chapelle Saint-Louis accueille depuis plus de 35 ans les événements de l'association Expression 55. Mais voilà, le diocèse a mis en vente l'édifice. Le centre de ressources illettrisme de la Meuse lutte contre l'analphabétisation et l'électronisme. Il est géré par une association qui compte aujourd'hui une quarantaine de bénévoles. On en parle à la fin de ce journal avec notre invité. Et on débute ce journal par cet accident de la route qui s'est produit ce lundi 6 janvier aux alentours de 17 h sur la RD 520 à environ 400 mètres de la sortie d'Eurville-Bienville en direction de Joinville. Il a coûté la vie à un jeune homme âgé de 25 ans. Les circonstances exactes de l'accident restent floues. Un véhicule léger a percuté un convoi exceptionnel. L'impact qualifié de forte cinétique n'a laissé aucune chance au jeune homme. En face, les deux passagers du semi-remorque ont été légèrement blessés. Âgé d'une soixantaine d'années, il transportait une moissonneuse-batteuse en convoi. L'épiphanie, c'était hier, mais pendant plusieurs semaines, des centaines de galettes continueront d'être vendues un peu partout sur notre territoire. Pour autant, face à l'augmentation des coûts des matières premières et de l'électricité, certains boulangers revisitent la traditionnelle frangipane. Léo Martin vous propose une découverte gourmande à Bar-le-Duc. Dans cette galette, du beurre et de la frangipane, et dans celle-ci, une garniture à la pistache et à la griotte. Dans cette boulangerie, à Bar-le-Duc, c'est Abdelkarim qui s'occupe des galettes. L'épiphanie est certes déjà passée, mais les ventes continuent, cette pâtisserie a encore la cote. Ce matin, il prépare sa dernière création, fourrée à la pistache et à la griotte. La première étape, aplatir la pâte. Il découpe ensuite le feuilleté pour lui donner la forme de la galette. Donc ça, c'est les petits cercles. Donc on va couper des disques. Cette nouvelle recette lui permet de vendre plus de galettes pour contrer l'augmentation des prix de production. On essaye de vendre un petit peu plus par rapport aux galettes frangipane classique, parce que la frangipane classique, tout le monde y connaît. Donc là, c'est un peu nouveau, donc on essaye de le vendre un petit peu plus. Pendant le mois d'épiphanie, hier par exemple, on a les chiffres au niveau des galettes, il a augmenté un petit peu, donc on espère qu'il va prendre un petit peu plus. Une fois les fèves mises dans les galettes, elles sont dorées et des dessins sont réalisés sur la pâte. Tout est prêt, direction le four pour 25 minutes à 220 degrés. Allez bien, suivante. Cette année, le prix des matières premières a encore augmenté, tout comme l'électricité ou encore le prix des fèves. Pour ce pâtissier, des inquiétudes peuvent naître. Donc moi, on a augmenté au moins 30%. Au niveau de l'électricité, au niveau des beurres, au niveau de la farine, au niveau des produits primaires. Au niveau des boutiques, ça fait presque un an, on n'a pas augmenté au niveau des prix des baguettes de pain, des croissants. Donc ça fait les prix de l'année dernière. La galette des rois reste une tradition qui plaît toujours aux Français. Chaque année, les boulangers-pâtissiers se doivent donc de revisiter ce classique à leur manière. Autre accident survenu cette fois-ci sur la RN4 ce midi. Une camionnette de l'entreprise Perrier de Saint-Dizier a été percutée par un poids lourd au niveau de la station essence Esso. Alors, selon les premières constatations, le camion se serait déporté avant de percuter de plein fouet le véhicule léger. Le conducteur de la camionnette a réussi à s'extirper lui-même de l'habitacle. Il a été légèrement blessé et transporté à l'hôpital de Saint-Dizier. La RN4 a été bloquée pendant près d'une heure dans le sens Saint-Dizier-Vitry-le-François, le temps de l'intervention des secours. Depuis plus de 35 ans, l'association Expression 55 organise des événements, des représentations musicales ou des expositions dans ce lieu. Mais la chapelle Saint-Louis est en vente depuis 2024 par le diocèse. L'avenir est donc incertain pour les bénévoles. On fait le point avec Léo Martin. Ce n'est pas une chapelle comme les autres. Depuis 35 ans, l'association Expression occupe cet édifice, l'espace Saint-Louis. Ce lieu représente la culture à Bar-le-Duc.
Il a vu passer des œuvres d'art ou encore des pièces de théâtre. Mais en 2025, c'est peut-être la dernière fois que la salle ouvrira ses portes au public. Le diocèse propriétaire des lieux a mis en vente la chapelle. Le département a donc signé un bail d'1 an pour aider l'association à garder ce lieu, mais un autre acteur est prêt à les soutenir. La mairie pourrait, nous dit-elle, l'acquérir. Mais pour l'instant, comme le bail de location poursuit, tout le monde déjà va vivre cette année. Si nous étions que des salariés, on aurait la boule au ventre. Comme nous sommes bénévoles et que nous faisons ça avec passion, on a un peu de philosophie et de recul pour se dire « non, vivons bien ce qui va arriver et puis on prend au fur et à mesure ». Voilà. Depuis la création de cette association, 150 artistes sont passés à Bar-le-Duc pour exposer dans cette chapelle. Je pense qu'on a pu démontrer, pendant 35 ans, on avait le temps, on a pu démontrer en tout cas la légitimité et la qualité de ce lieu-là comme étant un lieu d'accueil d'exposition. C'est pas par hasard si depuis maintenant plusieurs années, on accueille des artistes de prestige plutôt international. On a eu il y a 2 ans, on a eu Scheuten. L'année dernière, on a eu Joël Lec. Cette année, on a eu Jacques de Loustal. C'est pas rien. Perdre ce lieu de culture serait une erreur selon les dirigeants de l'association. Surtout que cette chapelle est bien différente des autres lieux d'exposition classiques. Le rapport avec les artistes, l'espace lui-même joue un rôle important dans le rapport avec les artistes. Parce que dès qu'on commence à montrer des photos de l'espace, ils sont séduits par ce lieu, par la qualité du lieu. Ça ne s'arrêtera pas. Et puis, il y a plein d'autres artistes dont personne n'a encore idée et que moi j'entrevois. Et je me dis que les années à venir pourraient être vraiment l'occasion de voir des choses tout aussi extraordinaires. En attendant qu'une solution viable soit trouvée, le Conservatoire intercommunal de musique sera en représentation ici dès ce week-end et plusieurs expositions sont prévues tout au long de l'année. Il y a 10 ans, le 7 janvier 2015, les frères Kouachi tuaient 12 personnes, dont 8 membres de la rédaction de Charlie Hebdo. Le tragique événement avait secoué la France. Voici notre image du jour en lien avec ce triste anniversaire. Elle a été prise à Chaumont, juste après cet attentat, le 8 janvier. Une centaine de personnes, vous le voyez, se sont réunies devant l'hôtel de ville et portent le slogan suivant: je suis Charlie. Et bien pour marquer une nouvelle fois son soutien à la rédaction du journal, 200 étudiants chaumontais ont participé à la création d'un numéro commémoratif publié ce lundi et ce mardi partout en France. Et tout de suite, on passe à notre invité. Le directeur du CRI 55 était sur notre plateau en octobre pour nous parler des actions de son association. Regardez. Est-ce que vous connaissez le CRI, le Centre de ressources illettrisme de la Meuse? Il est géré par le Centre de documentation sociale. Cette structure joue un rôle crucial dans l'accompagnement des personnes qui ont des difficultés avec la langue française ou encore avec la technologie. Bonsoir Kevin. Bonsoir. Vous êtes justement le directeur. Alors concrètement, c'est quoi le CRI et quel est le rôle du Centre social de documentation? Alors le CDS, pour les intimes, Centre de documentation sociale, c'est une association qui est basée en Meuse. Et le Centre de ressources illettrisme que vous avez présenté, c'est en fait le réseau bénévole qui intervient auprès des personnes en difficulté effectivement avec le français. Alors concrètement, quelles sont vos missions? Les missions, alors elles sont essentiellement donner des cours, si je peux dire ça comme ça, les cours de français, donc en fonction des besoins des personnes. Vous avez des personnes qui sont scolarisées, donc c'est du soutien, des personnes qui sont adultes, qui sont sur un projet de formation, c'est du soutien aussi, ou des gens, simplement, ils ont un besoin d'acquérir les rudiments du français pour pouvoir entrer en emploi, pour pouvoir simplement vivre leur quotidien sans difficultés qui peuvent se présenter à eux. Alors vous avez tout type de public, vous venez de le dire. Concrètement, quelles sont les plus fortes demandes que vous avez? Les demandes qu'on a, c'est en fonction aussi des flux migratoires. On ne va pas se leurrer, nous avons à peu près 70% des personnes, ce sont des migrants, des gens qui ne sont même pas francophones, c'est-à-dire qui ne parlent pas le français, mais qui sont allophones, donc un son différent du français, et ils ont besoin d'acquérir déjà l'oral avant de passer sur l'écrit et la lecture en français. Alors vous avez plusieurs fers de lance, j'ai envie de dire, puisque vous traitez l'illettrisme. Oui.
qui est l'une de vos principales activités. Mais il y a aussi l'analphabétisme. Oui. Quelle est la différence entre les deux? Alors la différence, l'analphabétisme, c'est quelqu'un qui n'a jamais été à l'école de sa vie ou pas suffisamment pour que ça puisse être ancré, qu'il ait appris à apprendre. C'est un peu comme ça qu'on procède pour les apprentissages. Tandis que l'illettrisme, la personne a été à l'école, mais il y a eu des trous dans la raquette et la personne sort de l'école, elle a des difficultés dans la lecture et dans l'écriture. Donc l'idée des accompagner les personnes en situation d'illettrisme, c'est justement de combler ces trous pour qu'elles soient autonomes dans les usages de la vie quotidienne. Et vous avez une nouvelle bataille à mener contre l'électronisme. Alors c'est quoi ? Alors l'électronisme, je dirais c'est une nouveauté, mais pas vraiment, puisque l'arrivée du numérique dans nos maisons fait que les difficultés aussi émergent. Alors là, ça concerne à la fois les personnes qui sont francophones comme les allophones, tous devant un écran, devant un smartphone, on se retrouve en difficulté pour des démarches administratives, pour aller acheter sur divers sites, pour tout simplement accéder à des savoirs qui sont numérisés. Donc là, la difficulté, c'est encore une fois l'usage de ces interfaces. Comment, par quel bout on le prend? Ça peut être la borne SNCF du coin, c'est vraiment le guichet de la banque. Enfin, du numérique, il y en a de plus en plus. Et on n'a peut-être pas suffisamment préparé les gens, tout public, à se retrouver face à cet usage-là du numérique. Alors comment vous les préparez, vous, justement ? Un peu comme on fait comme pour la lecture et l'écriture en version papier-crayon. Là, on bascule en numérique. On essaye d'identifier quelles sont les difficultés qu'ils ont dans l'usage. On a des fois des gens qui savent très bien envoyer un SMS, mais par contre, aller naviguer sur Internet, ce n'est pas le cas. Donc on essaye de repérer les difficultés et après de leur montrer pas à pas. Leur montrer et surtout qu'ils reproduisent. On ne fait pas à la place d'eux, on fait avec eux. Ça, c'est la petite subtilité qui n'est pas forcément la règle de base. Lorsque des gens vont voir les centres sociaux, le conseiller numérique ou autre, les professionnels ont tendance à faire, et on peut comprendre au regard du temps qu'ils ont très restreint, à faire à leur place. Malheureusement, ils ne vont pas apprendre. C'est didactique finalement ce que vous proposez. Oui. Et donc pas de cours magistraux, c'est dédié à chaque personne. C'est-à-dire qu'on peut arriver demain, dire j'ai tel problème et vous allez faire un programme sur mesure. Oui, voilà. C'est vraiment dans la pratique avant tout, l'usage, moi j'ai envie de passer le code, et bien très bien, on va voir les usages, les panneaux, tout ça, du code de la route. Une autre personne va se présenter, moi j'ai un examen à présenter, un niveau de langue à présenter dans 6 mois, et bien on va travailler, on va bachoter les examens blancs, et puis on va vous préparer aux exercices de l'examen. Alors concrètement, si on parle un peu plus de chiffres, vous avez beaucoup de demandes sur la Meuse ? Alors, chaque année, on accompagne 100 personnes, mais on accompagne 100 personnes parce que c'est les limites de nos moyens. En termes de bénévoles, en termes de structures aussi qui peut nous accueillir, parce qu'on est sur toute la Meuse, donc on se balade et on a un siège social à Bar-le-Duc, mais en grosso modo c'est une salle où on peut tenir à 10 et un bureau où on s'empile à 4 salariés. Le reste du temps, on va à la mairie, on va dans les salles des municipalités ou autres collectivités ou associations qui nous accueillent bien volontiers. Donc une centaine de personnes, c'est le maximum qu'on peut faire, mais si on pouvait, avec des moyens X, on pourrait accompagner 200 personnes, 300 personnes, 500, enfin là-dessus, les besoins ne manquent pas, en tout cas en Meuse. Concrètement, ça se passe comment? Quelqu'un vient toquer chez vous? C'est une liste d'attente? C'est en fonction de la place que vous avez? En fait, on a formalisé ça par le biais d'une fiche de prescription. Donc on travaille avec une trentaine de partenaires qui nous envoient la fiche, monsieur ou madame un tel, tel âge, telles origines, tel projet surtout. Tel cursus scolaire aussi, ça va nous intéresser, et puis derrière, le projet personnel ou professionnel. Donc une fois qu'on a ces éléments-là, on met en relation la personne qui demande à être accompagnée et un bénévole, et voir si ça match, parce que c'est aussi une rencontre humaine, et des fois le courant passe pas, et donc on se dit c'est tout, on va proposer un autre bénévole, mais l'essentiel c'est que les choses se fassent, et le plus rapidement possible, parce que souvent c'est de l'urgence aussi qu'il y a derrière. J'imagine bien. Et alors un bénévole accompagne pendant combien de temps à peu près une personne demandeuse ? Si c'est quelqu'un qui prépare un examen, quelque part, ça va être la date de l'examen qui va nous donner la fin. Si c'est un projet X, ça peut durer autant de temps que la personne ressent le besoin. Il y a des gens qu'on accompagne pendant 6 mois, ça s'arrête parce qu'ils entrent en formation longue, on les revoit au bout d'1 an et on recommence. Là-dessus, c'est en fonction de leur vie, finalement, on s'adapte en fonction de leurs besoins. Alors tout ça, c'est gratuit? Comment ça se passe? Oui. Alors, on est financé, donc c'est jamais gratuit, mais on est comme financé par des fonds publics et ces financeurs-là permettent que ce soit gratuit, justement. C'est-à-dire que n'importe quelle personne qui se présente chez vous n'a pas besoin de payer les cours qu'il reçoit?
Non, non. Le seul frais qui peut exposer, c'est éventuellement le ticket de train ou de bus pour accéder dans le local qu'on leur propose. Mais sinon, on essaie toujours de trouver un lieu en proximité pour que ça leur évite des longs déplacements. Voilà, que ce ne soit pas un souci supplémentaire que d'aller déjà en cours de français, c'est bien. Mais avec le souci du transport, ça rajoute des choses parasitaires qu'on n'a pas besoin. On va être focalisé sur l'apprentissage du français et pas autre chose. C'est toujours en présentiel, finalement, pas de distance? On a pu faire du distanciel, mais là encore, c'est plutôt les bénévoles et puis les apprenants qui décident entre eux. Ça peut se faire, mais pendant le Covid, on a eu forcément cette pratique-là, mais maintenant, nous sommes vraiment en présentiel et on voit la différence. Le présentiel, c'est là que les choses, les subtilités, on perçoit plus les choses en étant en présentiel qu'en étant en distanciel. Dernière chose, quelles sont vos évolutions pour la suite? Qu'est-ce que vous imaginez pour le CRI? Plein de choses, forcément. La présidente n'est pas là, mais elle pourrait en dire plus long que moi. Mais nous, on a pour objectif d'avoir un local à Verdun, puisque c'est le problème de la Meuse, c'est que c'est très vaste. Et du coup, avoir une antenne à Verdun, ça permet d'apporter plus de services aussi sur le secteur du Nord-Meusien, amener notre fonds documentaire qui est pour l'instant basé à Bar-le-Duc, mais ce serait bien qu'on puisse le dupliquer à Verdun pour les bénévoles comme pour les apprenants, avoir accès au fonds documentaire plutôt que de devoir attendre qu'on le monte depuis Bar-le-Duc jusqu'à Stenay, jusqu'à la pointe meusienne. Et on espère que vous pourrez vous développer très rapidement. Merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo. L'information continue sur Puissance Télévision. Bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.